Bienvenue dans le boudoir des voix libres. Un espace où l'on ose se révéler, s'incarner et rayonner. Je suis Nora et je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode et j'ai la joie et le grand plaisir d'accueillir mon amie Nini La Pointure. Bonjour. Alors, déjà, on va commencer par une petite présentation. Tu peux parler un peu de toi, peut-être ? Ok, je m'appelle Nini La Pointure, donc c'est mon nom de scène, mais il s'avère que tous mes proches ont pris le pli, tout le monde m'appelle Nini. Je suis artiste et professeure de burlesque et de chant sur Toulouse depuis maintenant de nombreuses années. Au niveau de l'enseignement, ça fait 12 ans. Et au niveau du burlesque seulement, ça fait 15 ans. Et du coup, comme t'es artiste burlesque en l'occurrence, déjà je voudrais te poser la question, comment ça t'est venu ? Alors, à la base, moi je viens du chant et de la danse. Et je cherchais des opportunités en chant. À l'époque, donc j'étais mariée au père de mon enfant. Et il avait un ami magicien. Et je l'ai contacté en me disant, est-ce que tu n'aurais pas des plans pour une chanteuse ? Il me dit, alors pour du chant, non, mais j'ai une partenaire qui cherche quelqu'un pour une troupe de burlesque. Et alors à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que burlesque, je ne savais pas du tout ce que c'était. Pour moi, c'était genre du Laurel et Hardy, tu vois, un petit truc un peu comique à l'ancienne. Pourquoi pas, je vais la rencontrer, on verra bien. Autant te dire que quand elle m'a dit qu'il fallait se déshabiller, j'étais je sais pas trop. Alors, on se rend pas compte quand on me connaît maintenant, mais à la base, j'étais hyper pudique. Vraiment, c'était pas facile de montrer mon corps. Il y avait une troupe qui cherchait une artiste, mais qui devait être quand même la grosse de la troupe. Et du coup, je devais m'inspirer de Dirty Martini, mais en moins trash. J'étais tout de suite prise de par mon expérience de la scène et de la danse notamment. J'ai créé tout de suite mes 2 premiers numéros avec du chant, de la danse, de l'effeuillage, mais qui étaient quand même dans une mouvance très classique. C'est-à-dire que c'est vraiment de la séduction, pas spécifiquement d'histoire. On a un beau costume et on l'enlève, quoi, en essayant de draguer un peu le public, quoi, en gros. Et par contre, à l'opposé du striptease, que je veux pas du tout dénigrer par ailleurs, on finit jamais nu. On a toujours à la fin des cache-tétons qu'on appelle en France nippies, et on cache toujours aussi le pubis. Mais donc il y avait vraiment plein de règles, et aussi à la fois je devais rester la grosse de la troupe, à savoir que j'étais moins grosse que maintenant quand même, hein. Donc je devais pas bouger en termes de poids, mais il fallait quand même absolument que je gaine mes jambes dans des collants résille, que je garde un serre-taille pour cacher mon ventre. C'est des vraies règles dans le burlesque classique. Enfin, je veux dire, il y a pas, je me suis à aucun moment sentie maltraitée dans cette troupe. Okay. Au contraire, elles m'ont vraiment apporté toutes les bases du burlesque. Donc c'était les Diabolesques. Malheureusement, on avait commencé à monter un gros spectacle qu'on devait jouer, et ça s'est jamais fait. Donc j'ai pu faire quand même quelques dates, mais jamais avec cette troupe-là au complet. Et par la suite, moi j'ai décidé de monter ma propre troupe qui s'appelait le Bizarre Burlesque Band, avec des amis. En fait, on fréquentait un bar qui n'existe plus aujourd'hui, et je m'étais fait des amis là-bas, et je voulais montrer là que on avait un peu des talents cachés. Donc on a fait une grosse soirée cabaret là-bas. C'était ma première grosse scène burlesque que j'ai animé moi, on va dire. Après, pour être parfaitement honnête, avec mon ex-mari, on avait eu ce projet en commun. C'est pas moi qui ai tout porté à bout de bras, mais du coup, j'étais un peu la directrice artistique et meneuse de revue, on va dire. Donc, avec cette troupe-là, on a fait quelques spectacles quand même. Dans cette troupe, il y avait Leila Sweet Plumpy, qui donc était une amie et qui, elle, m'a motivée à donner des cours aussi. En fait, moi, j'avais, si tu veux, la technique et éventuellement un petit peu le bagou pour avoir la pédagogie, mais je crois que toute seule, j'aurais jamais osé passer le cap de donner des cours. Et tout au long de mon parcours, jusqu'à Faburlesque, où là, c'est la première fois que vraiment je gère moi, toute seule, à mon initiative, et où du coup, c'est beaucoup de taf, mais j'ai toujours eu des personnes qui m'ont dit « Allez Nini, on peut aller plus loin, viens, on fait un truc ensemble ».
Donc là, c'était Léla Sweet Plum Peas. Du coup, elle faisait la partie les créatifs, où elle faisait fabriquer des nippies, des customisations de vêtements ou quoi. Et moi, je faisais la partie vraiment effeuillage. On a donné notre premier cours en novembre 2014. Donc c'est pour ça que je dis ça va faire 12 ans cette année. Et on avait créé ensemble la Fever School. On faisait une journée de cours par an avec, du coup, un gros cours d'effeuillage burlesque, un gros atelier créatif. Là, il y a eu Jolly Molly, qui a été une de nos premières élèves. Et quand la Fever School, par elle-même, ça s'est arrêté, elle m'a dit, mais on devrait donner des cours hebdomadaires, en fait, ça n'existe pas. On a fait ça pendant 5 ans, donc ça s'appelait Toulouse Burlesque Club. Alors à l'époque, on alternait les cours, en fait, les élèves avaient cours toutes les semaines, mais nous, une semaine sur 2, moi je faisais la partie effeuillage et elle faisait de l'expression corporelle. Et puis de temps en temps, on faisait des ateliers créatifs, des stages, des scènes ouvertes. Tout ça, ça a été à son initiative. Et donc la première à avoir vendu, enfin moi je travaillais déjà avec le Kalinka comme artiste partenaire, je m'étais vendue toute seule, je m'étais fait ma propre mon propre entretien en fait. Je suis arrivée, je suis allée voir le patron, je fais écoute, je vais te montrer tout ce que je sais faire. Alors qu'il avait rien demandé le pauvre. Regarde-moi. Voilà. Du coup, j'étais une artiste partenaire, donc ça veut dire que j'étais invitée à participer à des soirées où il y avait des artistes extérieurs qui pouvaient se produire. Je n'ai jamais fait partie de la troupe, mais on a souvent travaillé ensemble. Et du coup, c'est vrai que Leïla, à l'époque du BBB, le Bizarre Placement, elle avait dit ça pourrait être cool de proposer ce spectacle là-bas. Donc, on faisait un spectacle annuel là-bas. Et suite à ça, pareil, Myriam, dans un premier temps, on a essayé de donner des cours dans une petite salle, c'était pas évident. Elle a dit, mais il faut qu'on propose de les faire là-bas. Donc, Toulouse Burlesque Club, qu'on appelait Tébel, on a fait cours au Kalinka pendant longtemps. Puis, il y a un moment où la vie a fait qu'on avait chacune envie de peut-être de voir un peu plus grand aussi, de faire d'autres choses. Et du coup, on a monté chacune notre structure. Donc, moi, Fab Burlesque, elle, Burlesque et compagnie sur Muret. Et je suis restée au Kalinka jusqu'à cette saison-là. Les gens faisaient l'amalgame, pensaient que c'était un peu l'école burlesque du Kalinka. Et j'avais envie et besoin de me réapproprier un peu mon travail et de voir aussi si j'étais capable de poursuivre mes activités sans sans ce filet de sécurité de je suis un peu à la maison avec les artistes que je connais depuis toujours. Voilà. Donc c'est courageux. Oui. Téméraire même. C'est bien un peu de témérité. Alors pour le coup, c'est vrai que cette année ça a été compliqué parce que du coup comme notamment les cours je les donnais, il y a une grosse partie des cours que je donnais dans un lieu beaucoup moins accessible, donc j'ai quand même vu une sacrée baisse de fréquentation, mais pour autant ça m'a permis de trouver d'autres lieux aussi où jouer les spectacles. Et t'as développé du réseau aussi. Je vais continuer. Oh, alors le réseau, mais je suis nulle moi en réseau en fait. Non, mais en réseau pour trouver d'autres salles, d'autres. Finalement, t'as dû sortir un peu de ta zone de confort pour aller chercher à l'extérieur des possibilités. C'est ça. En fait, si tu veux, je crois que dans mon parcours, il y a toujours eu des choses qui font que on m'a poussé à aller plus loin, à sortir de ma zone de confort. J'ai pas eu le choix à chaque fois. C'est-à-dire, par exemple, ça fait des années que je fais mes propres affiches, alors que c'est pas du tout mon job à la base, parce que à la base, j'avais le confort d'avoir quelqu'un qui faisait des affiches qui, du jour au lendemain, a plus pu, et du coup, j'ai dit, maintenant, démerde-toi, ok, allez, j'y vais, et finalement, je prends plaisir à tout ça. Par exemple, cette année, j'ai décidé aussi de me tester un peu à la régie mes spectacles, alors tranquillou, c'est-à-dire que il y a le vrai régisseur qui me met en place les couleurs, les machins, j'ai plus qu'à appuyer sur les boutons pendant le spectacle, tu vois. Moi, c'est quelque chose que je fais pas en concert. C'est un super plaisir. En fait, après, je suis quelqu'un qui a un petit peu besoin de tout contrôler. Donc, plus je contrôle de choses, plus je suis bien. Mais donc voilà. Parce que ce qui compte pour moi, c'est vraiment de raconter une histoire et de provoquer des émotions. C'est vraiment les deux points et d'être pas forcément dans la séduction. Et du coup, donc finalement, qu'est-ce qui t'a fait rester dans le burlesque? Pourquoi t'es pas retourné à tes premiers amours entre guillemets? Qu'est-ce que t'as découvert de toi? Parce que j'imagine que si t'es resté dans ce milieu-là, c'est que du coup, ça t'a fait travailler sur toi, ça t'a fait aimer des parties, en tout cas, de cet art, quoi. Donc, qu'est-ce qui a fait que t'es resté C'est intéressant parce que là, tu mets en opposition la danse et le burlesque.
Mais le burlesque, ce qui m'a fait d'ailleurs de base venir dans le burlesque, c'est que c'est l'opportunité de mettre toutes les disciplines que tu veux dedans. Je connais pas tellement le burlesque, c'est le fait. Alors, le burlesque, dans les feuillages burlesques, c'est le fait du coup de s'effeuiller de façon théâtralisée. Après, le terme burlesque en lui-même, il a plein de significations. C'est pour ça que moi j'avais pensé, comme je te disais, plutôt à du Laurel et Hardy, du Chaplin, parce que à la base, au tout départ, le terme burlesque, c'était si je dis pas de bêtises, des pamphlets italiens, enfin tu vois, voilà, rien à voir. Et après, effectivement, t'as un style théâtral aussi, burlesque, où c'est un peu grotesque, un peu comique, tu vois. Donc c'est encore autre chose. Donc c'est vrai que souvent les gens burlesques, ils vont penser soit le truc hyper sensuel, soit le truc hyper drôle. Et comme s'il y avait pas de place pour autre chose. Alors, certes, on peut, d'ailleurs j'en ai connu, des effeuilleuses burlesques qui n'étaient pas du tout danseuses à la base, et on peut jouer plus sur la comédie et pas forcément danser, il n'y a pas de la grosse chorégraphie dans tous mes numéros, mais le burlesque, à mon sens, reste vraiment très très lié à l'expression par le corps, donc à la danse, à la musique. Moi, il y a énormément de numéros, bien sûr, où je chante, puisque c'est aussi ça. Pour le coup, j'ai commencé la danse très tôt, mais de tout le temps, le chant, c'était mon truc. C'est-à-dire que dès que j'ai su parler, j'ai su dire que je voulais être chanteuse. Ça m'a voulu beaucoup de moqueries pendant mon parcours scolaire. Dès qu'on me demandait « Qu'est-ce que tu veux être ? Je veux être chanteuse !» En attendant, moi, j'ai accompli mes rêves d'enfant. Moi aussi, je voulais être chanteuse, et c'est pareil, je le suis. Mais je gagne pas bien ma vie, mais je fais ce que j'aime. La vie d'artiste. Alors, après, c'est vrai que le souci que j'ai, moi, de par ma neurodiversité, c'est étonnant, mais autant je suis prof, je suis artiste, autant je peux avoir un petit peu des phobies sociales, avoir du mal à sortir de ma grotte, à socialiser. Ce qui fait que je pourrais continuer parce que j'ai des soirées de libre, en vrai, après il y a une histoire de budget aussi, éventuellement, à prendre des cours de danse ou quoi, autre que ce que je fais dans le burlesque. Mais flemme. Je comprends. Voilà. Non, il n'y a pas que ça. Il y a surtout par rapport à la danse, un point très important, c'est que là, j'ai cumulé une série d'années où j'ai fait plein de blessures. Un coup genou, un coup pied gauche, un coup pied droit. Ce qui fait que je ne pouvais pas danser. Et c'est plus, heureusement, que le burlesque m'a permis de continuer à donner des cours et même à monter sur scène sans utiliser mes jambes, ce qui peut paraître fou. Bon, déjà, il y a le chant. Tout ça, je peux le faire quoi qu'il advienne et heureusement. Mais donc oui, le burlesque, c'est parce que c'est vraiment un moyen d'expression formidable où tu peux mettre tout ce que tu veux. Il y a des gens qui mettent aussi des disciplines circassiennes, de la magie. Ouais, bien sûr. Et après, c'est quand même pas évident parce que tu le dis toi-même. Il y a de l'effeuillage quand même. Tu fais des cache-tétons. J'ai déjà vu là que tu fabriquais des cache-tétons et tout. Et je pense que toutes les femmes n'osent pas ça. Même des danseuses. Enfin, moi, je pourrais pas faire ça. Tu vois, genre mon corps, je pourrais pas le montrer. Donc, je veux dire, c'est qu'il y a quand même, je pense, une décomplexation au niveau corporel peut-être qui se fait. Et est-ce que au final, par le burlesque, t'as pas appris à aimer ton corps aussi? Alors en fait, j'ai réalisé assez récemment, je pense, que j'avais aucune conscience de mon corps quand je suis sur scène. Je veux dire par là que je vois la réalité de mon physique quand je vois des images. Et en général, je me prends une claque. Mais c'est pas moi, c'est retouché. Mais j'avais autant de peau d'orange, je n'avais pas réalisé. Donc alors après, pourtant, à la base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup se voir ou s'entendre. Il y a plein de gens qui disent moi je peux pas écouter ma voix, je peux pas mon vidéo. Moi ça me pose aucun souci. J'ai toujours, depuis gamine, j'ai toujours adoré être filmée, prise en photo, faire plein de petits spectacles et m'écouter, me voir. Dès que je croise un miroir, je posais devant. Ça, voilà, j'ai toujours eu quand même cette facilité là. Avec ta Vénus ta Vénus en maison 3 et taureau. Le taureau, c'est quoi? Le corps, la sensualité, la voix, le talent. Vénus, c'est Vénus. C'est l'amour, c'est l'esthétisme, voilà. C'est la maison 3, c'est la communication et l'expression. Donc, ça me choque pas que tu dis, moi, je prends un plaisir fou à me regarder et à m'exprimer à travers mon corps. Genre, mais total, genre ok quoi. Je crois que quand on a emménagé ici, la première chose que j'ai calculée, c'est tous les endroits où il fallait mettre des miroirs, tu vois. Pour toi ou pour le soleil? Pour moi.
Même pas pour la lever. Mon mari m'a dit, attends, non, là, par contre, c'est chiant, les gens, ça va les faire flipper de se voir quand ils arrivent. Mais si, c'est bien. Non, après, il y avait effectivement cette idée aussi de pouvoir peut-être, si je place là, qu'il y a une mauvaise énergie, c'est la refaire partir, tout ça, il y avait un peu ça aussi. Côté sorcière. Mais il y avait ce besoin dans chaque pièce, un miroir, quoi. Ouais. Non, c'est la seule où... Non, je dis des bêtises, je crois qu'il y en a pas encore dans la cuisine et dans la buanderie, mais c'est Ça pas me saurait impossible. tard. Peut-être parce que la cuisine, j'y mets pas trop les pieds. Mais c'est vrai que, ouais, après, je pense que comme tout le monde, hein, il y a des jours où je vais me lever, où je vais me voir, je fais, mais quelle bombasse, et des jours où je fais, mais quelle est dégueulasse! Voilà, Normal. Mais par contre, c'est vrai que, par exemple, tu vois, bon, je suis une femme obèse, je le sais, ni je le revendique, ni je le tais parce que c'est ok, ça fait partie de... C'est ton corps. Voilà, ça reste un adjectif, hein, grosse, obèse, Mm. c'est, comme tu dirais, petite ou grande, c'est pas censé être insultant. En revanche, des fois, justement, il y a des gens qui voient quelque chose de supplémentaire en me voyant sur scène, qui vont me dire, une fois, il y a une personne qui me dit, ah, c'est formidable de voir des corps imparfaits sur scène. De qui parlez-vous? Comment ça, corps imparfait? Je n'ai pas compris, là. Ce n'est pas de moi que vous parlez. Qui me disent, ah, ça fait plaisir de voir une grosse sur scène, machin. Et du coup, qui vont prêter des intentions dans mes numéros. Là où je me dis pas, quand je fais un numéro, je vais faire ça parce que je suis la grosse qui fait ça. Genre, Ouais. j'ai un numéro qui s'appelle Lola Wants It All, où je commence diva jazz, un peu, je chante Whatever Lola Wants, avec un superbe accent anglais certainement quand je parle. Et tout d'un coup, il y a un buffet qui apparaît derrière moi et je me jette dessus et je mange et je continue à chanter en mangeant. Oh, C'est trop assez bien. drôle. La taureau. Voilà. Je reviens. Mais je me suis la jamais taureau. dit, ça va passer pour de la boulimie, pour quelque chose. Ah ben oui, c'est normal, t'es grosse, tu manges, tu vois. Ouais, t'es je me hors suis- corporel ouais, je quand me- tu fais ton numéro, C'est c'est ça. ton âme en fait qui s'exprime et pas ton Exactement. corps, tu vois. Et du coup, quand Mm. je suis sur scène, je me dis pas, les gens, ils vont voir une grosse bonne femme chauve qui va faire des trucs. Parce que pareil, voilà. Là, en l'occurrence, j'ai un petit peu de petits cheveux parce que je me suis pas tondue. Mais ça, parce que j'ai une alopécie androgénique. Donc, j'ai fait le choix de me Ouais. tondre plutôt que d'avoir des trous dans le crâne moche. Mais c'est pas des choses que je conscientise, moi, quand je suis sur scène. C'est juste Nini qui est sur scène et qui s'exprime, en fait. Et c'est souvent... soit moi en voyant des images, soit le retour des gens qui me fait dire « Ah ben oui, c'est vrai que je suis comme ça ». Mais j'ai même fait des numéros où je suis complètement nue. Hein. Et parce que c'est pertinent. Ah ouais, là je ressens quand même le côté très scorpionesque. Hein. Ah ouais? T'as beaucoup de scorpions. Ouais, t'as une lune en scorpion. Ça, je ne savais pas. T'as une lune en maison 8, je dis des bêtises, t'as une lune en balance maison 8, c'est-à-dire que tu arrives à faire vivre émotionnellement quelque chose qui est élégant, équilibré, harmonieux, mais dans quelque chose qui est très tabou. Oui. Tu vois, rendre le tabou beau. Ah, c'est gentil ça. Hein? Mais oui, tu vois, j'ai un numéro aussi qui s'appelle Divine Cyprine, où là, pour le coup, je suis pas du tout nue. La seule chose que j'enlève d'ailleurs, c'est ma culotte, mais en ayant la robe qui cache, et où du coup, ma culotte est trempée, j'éclabousse les gens avec et tout, je les sors à la fin. Et tu vois, oui, j'aime bien faire rire des tabous. Et oui, peut-être aussi, ça fait partie, comme tu dis, inconsciemment, des raisons qui m'ont poussée aussi à évoluer dans le burlesque. Et à évoluer un peu hors sensualité aussi. Alors, j'aime bien faire des numéros sensuels aussi, parce que là, pour le coup, c'est aussi important de montrer qu'une personne obèse peut être sensuelle. Ouais. C'est important de montrer que il n'y a pas que des grosses rigolotes. Mmh. Néanmoins, je mets une petite nuance. Il y a quand même un petit peu de diversité, même dans le burlesque classique. Mais c'est vrai que tu as beaucoup de troupes ou de spectacles burlesques classiques où c'est quand même que des personnes un peu dans les normes de la société. Ouais. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai ce privilège dans mon école de pouvoir faire monter sur scène des personnes avec un handicap visible, des personnes de tout âge. J'ai déjà eu une élève qui avait 70 ans passés. Voilà, de tout âge. Majeur, par contre. Quand même. Ça tombe sous le sens. Voilà. Et de la même manière que, si quelqu'un se sent pas d'aller jusqu'au nippies et cache-sexe, on peut aussi finir en sous-vêtements. Enfin, tu vois, il y a d'autres manifestations. Ouais. De la même manière que sur mes spectacles, t'as aussi des personnes qui vont juste être là pour le chant et qui vont pas du tout s'effeuiller. Et du coup, tu reçois, est-ce que tu vois dans les élèves que t'as, est-ce qu'il y en a justement qui viennent te voir pour reprendre confiance en elles? Mais complètement. Même qui utilisent le terme se réapproprier son corps. Ouais. Justement, tu vois,
Là, donc avec Fabiola, j'ai voulu aller sur une approche inclusive parce que je trouvais que ça manquait d'écoles où, alors que ça soit les hommes cis ou aussi les personnes trans, les personnes non binaires pourraient accéder. L'école qu'on avait auparavant, T'es belle, c'était à l'inverse plutôt dédié à un public féminin. Et après, on proposait par ailleurs des cours ouverts aux hommes si jamais, avec cette idée que peut-être on avait des femmes qui avaient vécu des violences et qui avaient besoin d'être finalement je crois qu'il y avait, oui, quelque part ce côté non-mixité choisie, tu vois. Mais du coup, moi, il y a des gens qui développent plus ce côté vraiment, on reste dans cette orientation de vouloir être avec les femmes. Et moi, pour moi, c'était important, au contraire, d'être dans une mixité choisie. Et ouais, mais tu sais, ça me faisait penser à quelque chose, là je reviens, mais dans ton thème astral, je reviens à ton thème astral, mais par exemple, ta maison 9, la maison 9, c'est la maison de la transmission, tu vois. Tu as ta maison 9 en balance et en scorpion, c'est-à-dire, encore une fois, tu vois, on voit que tu es venu transmettre comment mettre de la beauté dans les tabous, donc la sexualité, même le corps, etc., le sexe, tu vois aussi. Et qui était venu l'enseigner. Et est-ce qu'au final, je me demande si le fait que tu sois resté dans le burlesque, c'est parce que tu sentais là que tu avais aussi un moyen puissant d'accompagner aussi les personnes qui en avaient besoin dans leur propre identité, dans leur propre expression corporelle, tu vois. Parce que du coup, c'est peut-être plus puissant que la danse de manière générale, puisque le burlesque, il faut oser se mettre à nu entre guillemets, même si oui, la nudité, j'ai compris, ne fait pas partie du truc, mais c'est pas comme si tu vas faire un cours de, je sais pas, de Lindy Hop ou de jazz, tu vois. On est quand même dans quelque chose où on s'expose véritablement, tu vois. Mais il y a à la fois l'exposition du corps et le fait que quand on fait des spectacles, c'est un numéro que mes élèves ont créé. C'est pas moi qui les ai créés pour elles. Donc il y a vraiment ce souci de pousser les gens à développer leur propre créativité, à exprimer qui elles sont vraiment, et ou à travers un personnage. Mais on va pas se mentir, quand on fait un personnage, c'est rare qu'on y mette absolument rien de soi, tu vois. En général, il y a toujours un petit truc. C'est justement la possibilité d'exprimer en plein jour des choses qu'on n'ose pas montrer. Et d'ailleurs, en ce qui me concerne très personnellement, pendant des années, je n'étais vraiment moi-même que sur scène. Je portais des masques sociaux systématiquement dans la vie privée, dans le quotidien, et j'étais moi-même que sur scène. Maintenant, j'ai plus besoin de porter des masques sociaux parce que depuis notamment mon diagnostic TDAH, je l'assume, et même mes élèves, je leur dis en début d'année, je dis écoutez, voilà, j'ai un TDAH, ce qui fait que probablement en cours, je vais digresser des fois. Perdre mes mots, faire des compliments intempestifs parce que c'est comme ça que je suis. Moi, je vais faire « Oh, ton pull, il est trop beau !» Punaise, il faut que j'en dise à tout le monde. Alors toi, c'était boucle d'oreille. C'est cadeau. Voilà. Mais c'est vrai que maintenant, du coup, je peux encore... Fait, sur scène, c'est du bonus maintenant. J'ai plus... peut-être ce besoin impérieux, systématique d'être sur scène pour vivre, parce que je peux vivre en dehors, mais c'est toujours après un bonheur d'être là. Après, tu parlais de la transmission, même dans le chant, j'essaie d'amener le côté théâtral du burlesque, c'est-à-dire que la grosse différence avec un cours de chant classique, je veux pas dire forcément lyrique, mais classique, où tu vas travailler ta technique vocale, ta chanson, ton interprétation, mais c'est marre. Moi, je fais vraiment travailler un personnage. Raconter une histoire, je demande j'ai toute une fiche que j'ai intitulée background du personnage où du coup on dit à quoi on ressemble, quelles sont les aspirations du personnage, quelles émotions nous traversent, quelles émotions on veut faire passer au public, etc., comment on bouge. Et oui, pour moi, là, je suis en train de perdre le fil de mes propres pensées, tu vois. Je sais plus où non, mais du coup, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que, tu vois, quand je monte sur scène, moi, c'est pareil, en fait.
autant j'accompagne les femmes à s'exprimer, à être qui elles sont, sans tabou et sans honte, et libre et fière et sauvage, si je peux mettre plein d'adjectifs. Mais autant quand je monte sur scène pendant mes concerts, c'est pareil en fait. Je suis en stress, tu vois. Genre souvent je fais parler mon guitariste parce que je me dis oulala, si je dis quelque chose de stupide, alors quand je chante il y a pas de souci, mais dès que je reprends la parole machin. Et du coup en fait ce que j'ai fait c'est que je me suis créé un pseudo d'artiste. Nora Wild, parce que dans ce cas-là, je sors un peu de mon identité personnelle de la vie de tous les jours. Je prends cette identité-là et du coup, derrière cette identité, j'y ai mis des caractéristiques de personnages que je voulais. J'ai des tenues de scène et en fait, ça permet vraiment de désinhiber ou d'accepter. Moi, je me trouve des parts de moi que j'ai envie d'exprimer, mais que j'arrive pas. Et le fait de revêtir ça, un costume, genre un personnage, un pseudonyme ou quoi, tout de suite, c'est une autorisation, tu vois, à des parts de toi de vivre. C'est super intéressant, tu vois. Genre... Moi, je sais que l'archétype que j'aime bien développer sur scène, et parce que ça, pour moi, c'était complètement, pour le coup, tabou, je pense, dans la vraie vie, c'est la diva, parce que la diva, elle peut se la péter, alors que moi, j'ai toujours eu peur. Justement, c'est quelque chose qu'on a pu me reprocher à tort, dire que parce que je savais plus ou moins la valeur que j'avais, on va dire, la technique que j'avais et que j'en étais fière, mais sans pour autant la ramener. On m'a dit oui, c'est bon, la péter, tout ça machin, et du coup j'avais toujours peur qu'on me juge mal, qu'on pense que je suis arrogante ou prétentieuse ou que sais-je. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours vachement tué dans ma vie de tous les jours, et du coup sur scène si. Lâche les paillettes, je suis là, j'existe, je prends toute la place, je fous des paillettes partout, regardez-moi. Mais c'est trop bien, mais en plus, ce que je trouve rigolo, tu vois, c'est que t'as ton soleil en taureau et toujours dans la maison 3, donc du coup qui est pas très loin de Vénus, et donc on voit bien que c'est pas une question d'arrogance, c'est une question que ton identité, toi, ce qui te fait vibrer, ton énergie vitale, en fait, tu connais tes talents, tu connais ta valeur, et du coup, tu oses l'incarner. Et parce que tu oses l'incarner toi en tant que femme, et du coup, les gens, ça les renvoie, toi, c'est un peu l'effet miroir. Du coup, ça les renvoie à ce que eux, ils peuvent pas, prétendre faire. Et en France, si tu remarques bien, j'en parlais avec mon mari il y a pas longtemps. Dès que tu dis, moi j'ai ça comme valeur ou quoi, les gens ils me disent, oh là là, quelle prétention. Alors qu'en fait non. Et en fait, c'est juste se connaître soi, tu vois. Et genre que t'aies des talents dans plus d'une discipline. Valeur. Alors qu'aux États-Unis, tu vois, ils cultivent vraiment ce coup de savoir à la fois chanter, danser, jouer la comédie. La multipotentialité est super accueillie dans plein de pays. Je pense notamment à l'Angleterre où c'est un vrai plus quand t'es multipotentiel, alors qu'en France, même tu remarques au niveau professionnel et tout, il faut que tu sois spécialisé dans un domaine. Et si tu es pas spécialisé dans un domaine, c'est comme si finalement tu étais en échec, comme si tu ne maîtrisais rien et que du coup tu avais moins de valeur, alors que pas du tout, tu vois. C'est très français. Tu disais que quand tu étais sur scène, du coup, tu osais en fait exprimer des facettes de toi que tu n'osais pas faire, que tu n'osais pas exprimer dans le quotidien par peur d'être jugé, rejeté, etc. Comme beaucoup de monde. Mais du coup, est-ce qu'il y a quand même des parties de toi qui restent encore très dépendantes de ces peurs-là? Quelles sont les parties de toi que tu as très longtemps cachées ou rejetées, au-delà même du fait que tu avais peur que les gens te jugent comme étant arrogante? Moi, ce qui fait que j'ai toujours du mal à socialiser, c'est que j'ai toujours peur d'être trop, de couper la parole, d'accaparer la parole, de raconter ma vie alors que personne n'en a rien à secouer, tu vois, ou d'être maladroite. Et ça, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Et malheureusement, j'ai pas de solution miracle. Je fuis l'interaction. En plus de ça, ça m'épuise en fait. Si je passe un moment où je discute avec des gens ou quoi, j'ai besoin quand même de me nourrir de ça. Je suis quand même. C'est ça qui est fou, c'est que j'ai quand même une personnalité plutôt extravertie.
la solitude subie, c'est pas plus cool pour moi qu'un bain de foule, on va dire. En revanche, ça va m'épuiser. Si je fais un spectacle en stage, je sais que j'ai besoin de la journée du lendemain pour me remettre. Voilà. Mais c'est souvent ça, quand t'as un TDAH ou quoi. Moi, je suis comme toi, tu vois, j'adore sociabiliser et tout. Mais tu vois, au bout d'un moment, ça va me vider tellement les batteries et je pense que c'est ça le truc, c'est que, alors je sais pas comment tu le vis, tu me le dis après, mais le fait de s'être toujours adapté à ce que veut la société, à ce que veut les autres, à l'image qu'on doit renvoyer, au fait qu'il faut pas rester isolé, et au fait qu'il faut sociabiliser, etc. Et ben finalement, ça va te demander, et puis surtout quand tu as une neurodivergence, tu vois, ça va te demander un effort considérable, et ce qui fait que, enfin, moi je sais quand je vois des gens après, mais pendant une semaine, hein, je vois plus personne, hein, tu vois, genre je suis là, ah mais non, tu sais, j'ai l'impression de vivre ma vie à 15% de batterie, quoi. Ouais. Ben en plus de ça, alors pour le coup, ça peut faire partie des symptômes du TDAH ou d'autres trucs. Donc oui, j'ai d'autres spécificités qui peuvent être en cause, mais je suis tout le temps fatiguée. C'est-à-dire que je me lève, je suis fatiguée. Je sais pas ce que c'est que d'être en pleine forme. Quand j'étais plus jeune, j'avais quand même mon côté hyperactif qui sortait tellement que j'étais comme une pile, je faisais plein de trucs. Et j'ai l'impression que plus ça va, alors c'est peut-être aussi simplement le fait de prendre de l'âge, hein, mais plus ça va, plus bah non, j'ai du mal. Et après, pour le coup, c'est un vrai handicap aussi dans mon travail parce que je peux faire moins de cours que ce que je voudrais. C'est-à-dire que je sais que si je fais 2 cours dans la journée, c'est mon max. Là où en général, des profs de danse ou de chant, ils vont enchaîner et moi, je ne peux pas. Donc du coup, si je peux résumer, les espaces dans lesquels tu te sens le plus libre aujourd'hui, finalement, pour incarner et rayonner, c'est sur scène. Mais aujourd'hui, pas que sur scène, chez moi aussi. Parce que c'est terrible, hein, mais même mes proches que j'aime par-dessus tout, tant que le diagnostic n'avait pas été posé, j'étais un peu la drama queen, celle qui exprime ses émotions trop fort, qui en fait des caisses. Alors que maintenant, ça permet d'expliquer des choses et ça fait que je suis mieux reçue. J'ai une grosse cécité temporelle aussi. Alors, malgré ça, ça fait des années que je bosse de fou pour être ponctuelle au moins au niveau du travail. Donc, en général, à ce niveau-là, ça va. Je reste professionnelle. En revanche, alors, pareil, depuis le diagnostic, j'ai pu comprendre mon fonctionnement et je peux mettre en place des choses. J'ai 15 000 alarmes déjà de base. Et j'essaie d'éviter les situations qui me mettent en hyper-focus avant un rendez-vous important. Le problème, c'est que je ne sais pas... Alors, je disais, je suis tout le temps fatiguée, mais en même temps, j'ai tout le temps besoin de m'occuper. Je ne peux pas... Tu sais pas trop poser, quoi. Mais si tu veux, si j'ai que 5 minutes de dispo, c'est 5 minutes où je vais devoir m'occuper. Donc, je vais commencer quelque chose. Et il faut pas que ça fasse plus de 5 minutes, sinon je vais avoir du mal à m'en arracher et c'est ça qui va me mettre en retard. Mais en même temps, ce que je voulais te dire, c'est que quand on regarde ton thème, tu as quand même Mercure, qui est la planète du mental, en fait, de la communication, qui est en bélier. C'est-à-dire que tu as j'allais dire une idée à la tétaseconde, tu vois. Je sais pas. Et c'est juste qu'en fait que du coup, ça fuse mentalement, même dans ta parole. C'est très impulsif, c'est très, mais parce qu'en fait, tu te nourris de ça et et donc du coup, c'est ça aussi, je pense, qui est fatigant, quoi. Tu vois, à un moment donné, c'est parce que clac, t'as une idée, tu vas l'enclencher, tu vas le dire, et puis ça va embrancher. Tu vois, un peu la pensée en arborescence. Et du coup, c'est hyper dur de redescendre là-dedans aussi, tu vois. Et en plus, je pense que ça doit beaucoup jouer tu me diras, mais dans ton professionnel. Parce que quand même, t'as Mars qui est très proche de ton milieu du ciel. Donc, le milieu du ciel, c'est ta voie, en fait, professionnelle, ta vocation et tout. Et donc, Mars, on voit bien qu'il y a une énergie d'action, là, qui est beaucoup là. Mais tu as Mars en rétrograde, c'est-à-dire que plutôt l'énergie d'action, elle va être intérieure. Donc, genre, ça va fuser à l'intérieur sans pour autant que tu arrives forcément à le mettre en place à l'extérieur. D'accord. Je sais pas comment tu le sens, ça. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Parce que je me suis dit, waouh, ça doit être... Donc, les pensées qui fusent partout et en fait, un peu une énergie d'action qui se retrouve plutôt piégée à l'intérieur, tu vois, et je pense que ça, c'est hyper fatigant aussi, en vrai. Mais tu vois, je pense que je vais reparler du fait d'avoir enchaîné des blessures. Je pense que les choses, elles se passent pas pour rien. Aussi, les blessures, c'était une façon de lever littéralement le pied.
Mais forcément, quand je suis blessée, je suis empêchée dans l'action physique. Ouais. Donc, je pense que ça se matérialise vraiment aussi comme ça concrètement, où effectivement, j'ai envie de faire plein de choses. Il y a un moment où je vais être bloquée dans la mise en application. Ouais. Ouais. Oui, ça me parle. Complètement. Parce qu'en plus, tu as Pluton, Saturne et Mars et en Scorpion. Donc, c'est-à-dire que vraiment, non seulement ton action, elle va bloquer ta structure intérieure, la structure de transmission, et du coup, en fait, ça va venir un peu à transmuter, faire bouillir des choses, mais vraiment dans les tréfonds. Que ton action, elle va pas être seulement bloquée dans ton travail et par exemple, voilà ce que je vais mettre dans le monde, voilà ce que je vais transmettre, mais ça va aussi bloquer un peu même ton alchimie personnelle, ta transformation personnelle, ta structure interne en fait, parce que ça vient un peu à paralyser un peu tout ça ou un peu à bloquer en fait finalement. Donc je pense que ça bouillonne énormément à l'intérieur, genre tu vois comme le volcan là, comme un bon volcan qui a envie d'exploser. Et en fait, ça veut pas sortir. Alors, tu vois, je sais pas si ça, pour le coup, on le voit dans mon thème ou pas, mais j'ai vraiment une addiction au travail. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment par mon travail que je m'accomplis, que je me réalise. Ouais. Donc, quand je suis empêchée dans mon travail, forcément, ça affecte directement mon moral aussi et mon quotidien, quoi. Ouais. T'es ascendant quoi, toi? Capricorne. Capricorne, c'est le travail, non? Carrément. T'es ascendant Capricorne, donc clairement, en fait, le Capricorne, oui, c'est l'énergie de bâtisseur. Oui. Le Capricorne, c'est l'énergie de bâtisseur. C'est aussi ton ascendant, c'est aussi comment tu vas entrer dans le monde et comment tu vas le voir. Et donc, du coup, au final, tout ce qui va se passer dans ta vie, dans ton monde, dans tout en fait ce que tu vas expérimenter, tu vas le commencer ou tu vas mettre un premier pied avec une vision qui est très structurée, très qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que je peux bâtir avec ça et qu'est-ce que je peux en faire sur le long terme dans ma vie. Par exemple, je vais prendre mon exemple personnel. Tu vois, moi, je suis ascendant Bélier, et du coup, ça fait que je vois, tout ce que je traverse dans le monde, c'est vraiment genre avec le feu. Tu vois, j'arrive avec le feu. Oh, ça c'est trop cool et tout. Oh là 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 là. Et tu sais, ça passe un peu comme ça, et avec une énergie d'audace, de courage, de témérité. Alors que le Capricorne, lui, il va aborder les choses d'une manière beaucoup plus pragmatique, tu vois. Et donc peut-être que ça aussi. Effectivement, ça vient nourrir ton besoin de toujours devoir être en action et de toujours devoir travailler, parce que justement, c'est une énergie que tu portes en toi. C'est l'énergie première, en fait, c'est comme ton premier souffle. Donc, c'est pas étonnant que ce soit très lié à ton professionnel, d'autant que ton soleil, il est en face, il est collé à ton fond du ciel, c'est-à-dire tes racines, ton identité, elle brille dans ta communication, mais vraiment dans ta famille. Mais c'est quelque chose aussi qui vient inspirer directement ton travail. En plus de ça, je viens d'une famille aussi qui met le travail vraiment dans une place centrale. C'est-à-dire, quand tu présentes quelqu'un que tu fréquentes, la première question, c'est quel est ton métier? Tu vois, vraiment, c'est quelque chose de très important. Donc, tout combiné, évidemment, c'était logique que ça ait cette importance. Après, je pense que ça fonctionne parce que c'est un travail passion. Ouais. Si j'avais un travail de bureau, par exemple, je pense que je serais vachement moins dépendante de ce travail, vachement moins dans l'envie de le faire, d'y passer du temps, on va dire. Mais après, c'est très très exact ce que tu dis. Dès qu'il m'arrive quelque chose, et notamment des épreuves, je vais toujours voir comment je peux le sublimer, en faire quelque chose qui va m'aider à construire. Ouais. C'est complètement ça. Ouais. Oui, ça vient aussi construire ta quête de sens, en fait, tu vois, parce que donc toi t'es ascendant Capricorne, donc c'est Saturne, hein. Saturne, c'est un peu le papa du zodiaque, tu vois, il a une très mauvaise réputation, mais c'est vraiment non, c'est vrai, on est là, mais il nous fait chier ça, Saturne, tu vois. Mais en fait, si on le prend d'un autre angle, c'est ok, qu'est-ce que j'ai besoin de responsabiliser maintenant, quelle structure j'ai besoin de mettre en place pour bâtir pour ma sécurité aussi sur le long terme. Et c'est ça, ce Saturne là, tu l'as directement dans ta maison 9,
qui est donc ta quête de sens. Donc, c'est-à-dire que et qui est collée à Mars. Donc, si tu es empêché dans ton action, ça vient directement, en fait, toucher ta structure intérieure. Et du coup, par continuité, ça vient du coup impacter ton Saturne, et qui du coup lui peut pas mettre un sens à ce qu'il est en train de faire, tu vois, et ce qui est hyper perturbant. Ouais. Ce qui est hyper perturbant, parce que lui il est là, ouh là là, attends, moi j'ai besoin de bâtir, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe pour le futur, mais si là en fait mon action elle est bloquée, ça va pas le faire, hein. Tu vois, genre qui je suis. Parce que ça aussi, tout ça, c'est opposé à ton soleil. Donc, en fait, t'es là, mais qui je suis? Quelle est mon identité, quoi? Si je peux pas me mettre en action, si je peux pas avoir une idée claire et structurée de ce qui se passe, tu vois, si je peux pas bâtir pour le long terme, mais qui je suis, en fait, là-dedans, tu vois? C'est une vraie question que je me pose régulièrement. Mais du coup, qui doit te mettre en insécurité totalement émotionnelle. Oui. Parce que là, justement, je sais que par exemple l'année qui vient, c'est un peu une année pivot où si ça marche pas, si j'ai pas assez d'élèves, je vais devoir peut-être envisager. C'est un questionnement que je me suis fait. Après, j'ai réalisé aussi que au lieu de juste complètement abandonner et faire autre chose, alors que je ne vois rien faire d'autre, je peux aussi juste avoir peut-être un boulot complémentaire qui serait mon boulot alimentaire et qui n'enlèverait pas le fait que ce que je fais actuellement c'est mon métier. Parce que là, je me taille. C'est un petit peu mon ego qui dit oui, je suis la seule à être uniquement une prof de burlesque et machin. Oui, mais en attendant, je mange pas. Donc en fait, à un moment donné, peut-être on peut accepter de faire autre chose à côté pour pouvoir continuer à faire ça sereinement. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vraiment en discutant avec toi que je me rends compte à quel point vraiment mon taf c'est quelque chose de central dans ma vie, quoi. C'est-à-dire que je me dis, mais si j'ai plus ça, qui je suis, qu'est-ce que je deviens, à quoi je sers. Mais même, oui, qui je suis. Je suis juste... après, évidemment, j'ai un très gros ancrage à ma famille aussi. Mais franchement, j'aurais pas ce lien-là. Ça va être un peu violent ce que je veux dire, mais si j'ai plus le burlesque, les arts, tout ce que je fais actuellement, je ne suis plus là, quoi, du tout. Vraiment. Donc heureusement, j'ai mes proches aussi qui me donnent une raison d'être aussi. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de voir en dehors de tout ça, si vraiment j'étais seule au monde, finalement, quelle est ma valeur en dehors de mon travail et est-ce que j'ai besoin finalement d'avoir une valeur quelconque. Est-ce que je peux pas juste être là pour profiter, pour aller respirer les fleurs et voilà. De toute façon, on a toutes de la valeur. Enfin, je veux dire, ça n'existait pas. Mais si on regarde d'un point de vue et qu'on enlève purement le travail, toi, t'as des dons. Enfin, t'as un don extrêmement important. Je le vois juste en regardant ton thème astral. Je vais pas parler de tous les points là, mais t'as un don magnifique et puissant pour rendre beau ce qui est jugé laid et pour le transmettre, tu vois. Et parce que je pense que à travers les expériences de vie, toi-même tu t'es transformé comme ça. Tu vois, peut-être, et j'en sais rien, tu me dis si je me trompe, mais peut-être on a pu te juger comme étant par exemple le vilain petit canard parce que voilà, avec ton SOPK, tu perds des cheveux, parce que tu as pris du poids, parce que le diabète, etc., etc. Et qu'au final, de ça, t'en as fait une force, tu vois, et t'es venu montrer que ce qui est jugé laid, ou pas très joli pour la société, au final, c'est beau, et ça peut être montré, ça peut être vu, et ça peut briller, tu vois. Oh, merci. C'est vrai que je ne t'ai jamais comparé au vilain petit canard, mais... non, mais c'est parce que ma fille, elle m'a raconté cette histoire hier. Mais oui, de toute façon, pendant toute ma scolarité, j'ai vécu un peu de harcèlement. Alors, heureusement, pas physique, hein, j'ai pas été agressée physiquement. En revanche... oui, j'ai eu énormément de moqueries sur mon physique, aussi sur le fait que j'étais quelqu'un de très naïf, voilà. Et du coup, par exemple, pour ce fichier on m'appelait une période où on m'appelait Miss Monde, donc pour dire que j'étais, faut vraiment penser arrogante, quoi. Ah non, pas du tout. Non, même pas. Parce que parce qu'ils pensaient que tu n'aurais pas les critères. Non, parce que j'étais moche, donc. Oui, voilà, c'est ça, on se fout de moi. Et du coup, il y avait des plus grands, parce que c'était en 6e, 5e, et donc les 3e qui disaient tu veux devenir mannequin? Et moi, de toute mon innocence, je disais non, je voudrais être chanteuse.
Mais ça me fait Tu vois, penser, mais ça me fait penser à l'histoire, mine la de rien, candeur, quoi. de Lady Gaga. Ouais. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais pareil, je sais pas si tu connais son histoire, mais elle était harcelée, moquée, parce qu'elle disait, moi, je serais une chanteuse et je serais connue dans le monde. Et les gens, ils se foutaient de sa gueule, elle était harcelée. Mais au final, c'est qui rigole aujourd'hui, tu vois? Et je pense que les gens, là, de sa classe, ils sont là, putain, genre la meuf, elle est devenue une star mondiale. Et je peux même pas aller à un de ses concerts parce que je me suis trop foutue de sa gueule, tu vois? Et je me dis, ça, c'est des belles revanches, quoi. Non pas que je pense qu'il faut faire des choix de vie pour la revanche, mais je pense que, au final, tu vois, comme tu dis, quoi, t'es devenue prof de burlesque, alors peut-être c'est compliqué d'en manger, peut-être que, voilà, ça apporte tout son lot aussi de complications, mais en attendant, tu as osé. Oui. Et qu'il y a plein de gens qui n'osent pas vraiment aller faire ce qui les font vibrer par peur. Et on peut pas non plus les blâmer pour ça, tu vois. Mais je trouve ça extraordinaire. Et moi, je t'admire beaucoup parce que, et c'est pour ça que je voulais t'interviewer, tu vois, parce que je me suis dit, mais je trouve cette femme courageuse et merveilleuse, tu vois, parce que je me dis, elle a pas une vie facile, t'as des problèmes de santé, t'as le SOPK qui fait que voilà, tu perds des cheveux, donc tu as rasé tout. Tu es aux antipodes de ce que la société attend pour monter sur scène, pour faire du burlesque, de l'effeuillage, et je me dis, mais cette fille, elle est géniale, parce que genre, elle le fait, quoi, tu vois, et je me dis, mais moi, la première, pourtant, je suis courageuse, hein, mais je le fais pas, et je me dis, elle a pas peur, parce qu'elle sent que c'est ça, alors tu me corriges si je me trompe, mais je me dis, elle sent que c'est ça qui l'a fait vibrer, elle sent que c'est par le corps et par l'art qu'il y a quelque chose à montrer, une quête de sens à trouver, une identité qui est là, et elle ose le faire malgré tous les regards qui peuvent se poser sur elle, et je trouve ça d'un courage extraordinaire, tu vois. Mais parce que pour revenir sur ce qu'on disait aussi, alors sans aller jusqu'à dire que je veux absolument être une source d'inspiration, mais c'est vrai que je fais toujours un peu la dichotomie burlesque classique et mon burlesque à moi. Le burlesque classique, en tout cas, toujours pareil, la revue Cabaret, l'idée c'est d'en mettre plein les yeux aux gens, de les faire rêver, et c'est ok, hein, c'est très bien, mais il faut de ça. Moi, j'ai plus une approche où je veux que les gens me voient et se disent, punaise, elle le fait, et je pourrais le faire aussi en fait. Exactement. Si elle le fait, je peux le faire. Et c'est dans ce sens-là que oui, je veux vraiment, et c'est pour ça que du coup, oui, je t'avais dit qu'à mes débuts, on me disait, il faut que tu mettes des collants, des machins, des trucs. Maintenant, je mets plus rien. Alors après, des fois, je vois des photos, je fais, oh là là! J'aurais peut-être dû. On voit bien que c'est pas gagné. Mais, mais est-ce que t'es heureuse? Je me dis, mais oui, tu vois, parce que je me libère justement des dictats, des obligations, et je pense qu'il y a vraiment ça, cette liberté d'être presque nue et de dire, et alors? Et après quoi? Je suis juste une humaine, je suis foutue comme je suis foutue, on s'en fout. C'est clair. Et je le fais pas, surtout voilà, ce qui est important, c'est que je le fais pas pour avoir en retour du voyeurisme, je le fais pas par exhibition. Je le fais parce que j'ai envie de me sentir libre et j'ai envie que les gens, en me regardant, ils se disent, ouais, on peut être libre nous aussi. C'est vraiment ça mon approche. Et de toute façon, j'aurais beau faire tout ce que je veux, il y a des gens qui m'apprécient, d'autres qui m'apprécient pas. Ça a été une souffrance de me dire, tout le monde ne m'aimera pas et c'est ok. C'était très compliqué. Ça a mis du temps à faire son chemin. Tu m'étonnes. Et surtout que t'as ta lune en balance. Non mais ta lune en balance, c'est vraiment je veux être. Mais non mais c'est ça quoi. La balance, c'est vraiment genre je veux plaire à tout le monde, je veux pas de clivage, je veux pas de conflit, je veux être là l'harmonie, tu sais. Et du coup c'est hyper dur. Et donc ta lune, elle représente ton monde émotionnel. Donc émotionnellement, c'est hyper dur quand on te dit ça, j'apprécie pas ça chez toi. Ça, non, en fait, par exemple, ou je sais pas moi, t'es trop égoïste. Tu vois, parce que tu veux aussi la paix. Et donc du coup, tu peux prendre à toi plein de choses personnellement. Et au final, c'est un gouffre, quoi. Ouais. Tu vois. Alors que c'est vrai que maintenant, de plus en plus, je me dis, par exemple, un numéro, s'il y a des gens qui adhèrent pas, si déjà ça les a suffisamment marqués pour faire bouger quelque chose chez eux, et voilà, ouvrir une petite fenêtre sur une autre réflexion. Après, j'ai tout à fait conscience, et ça aussi, ça, mais tu vois, c'est là où l'âge il est important quand même, où on comprend des choses. Maintenant, je sais que il y a beaucoup de personnes, et j'en ai fait partie pendant très longtemps, qui pensent que tout le monde fonctionne forcément comme eux, et que si tu penses pas pareil,
c'est que c'est toi qui as un problème. Enfin, Ouais. tu vois, alors que maintenant, je sais qu'on peut avoir des façons très différentes de percevoir les choses, des goûts très différents, et que ça n'enlève pas de la valeur à l'un ou à l'autre, en fait, que c'est ok de cohabiter comme ça. Donc, bah, si on n'aime pas mon numéro, bah, tant pis. Après, ça peut, et peut-être que la personne changera jamais d'avis et c'est ok. Mais en tout cas, quand je fais des numéros, effectivement, un peu trash ou qui travaillent sur les tabous, bah, évidemment qu'il y a des gens qui vont être choqués, qui vont être scandalisés. Oh là là, on l'a vu sortir une conne. Je Elle suis était choquée à vie. Elle était nue et grosse et chauve. Ah, Ouais. ben c'est pas grave. C'est Non, comme mais ça. ouais. De toute façon, comme tu disais, il y a un miroir. Hein. Les gens, les critiques qu'ils vont te faire, ça parle plus de eux que de toi, en fait. Ouais, c'est l'effet miroir. Ouais, non, mais l'effet miroir, il est important. Pour clôturer, si tu avais un message, si tu pouvais parler à toutes les femmes qui vont nous écouter, si tu avais quelque chose à leur dire, qu'est-ce que tu leur dirais? La première chose que je leur dirais, c'est d'être tendre avec elles-mêmes, de s'apporter la même bienveillance que celle qu'elles apportent probablement aux gens qu'elles aiment, parce que je veux pas donner une injonction à oser, en fait. On fait son chemin au rythme qu'on peut, et chaque petit pas est déjà une victoire. Et pour pouvoir oser faire des choses, il faut déjà s'accepter tel qu'on est. Donc voilà, on peut, moi-même, j'ai encore bien sûr des complexes et tout. Faut pas croire que c'est ça aussi, pas se laisser intimider par les personnes qui osent en se disant bah c'est bon, elles sont bourrées de confiance en elles s'adorent. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que je disais, moi, finalement, même si à la base j'aime bien voir mon image, quand je la vois et que ça correspond pas à ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire une peau parfaitement lisse et ferme, ça me fait souffrir bien sûr, mais ça doit pas être un frein. Donc, toujours pareil, pas forcément chercher la validation des autres, ce qui résonne, ce qui est aligné pour nous. On a une intuition sur ça, on le sait. Si on sent qu'il faut pas y aller, on n'y va pas. Et si on sent qu'on doit y aller, il faut pas se trouver des excuses, en fait, effectivement. Mais il faut jamais rien faire pour les autres. Il faut vraiment le faire pour soi. Et comme je te dis, vraiment être tendre. C'est vraiment le terme qui me vient. Être tendre avec soi-même. C'est-à-dire se pardonner le fait d'avoir des fois des maladresses, des loupés. Ça arrive à tout le monde. On est humain en même temps. Et donc, on n'a pas besoin d'attendre d'être parfait, d'attendre que les astres soient absolument alignés pour oser faire le premier pas. Juste, on le fait parce qu'on en a envie. Ah, c'est beau. Ah, c'était trop beau. Ben, merci Nini pour Merci à toi. cette jolie conversation. C'était très chouette. J'espère que toutes celles qui écoutent ou tous ceux qui écoutent, s'il y a des hommes par ici, celles qui écoutent. J'espère donc que vous aurez apprécié ce moment d'échange avec Nini. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Avec plaisir.